Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à cette visioconférence Wendel. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui avec Laurent Mignon, président du directoire de Wendel. Wendel est l'une des grandes sociétés d'investissement cotées en Europe, héritière de plus de 3 siècles d'histoire et engagée aujourd'hui dans une transformation importante de son modèle, avec le développement d'une plateforme combinant investissement pour compte propre et gestion d'actifs privés pour compte de tiers. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'un premier exercice retail avec la volonté de renforcer le dialogue avec les actionnaires individuels et les investisseurs particuliers. À cette occasion, Euroland Corporate a publié une initiation de couverture sur Wendel intitulée Forger pour durer, de la holding à l'asset management, avec une recommandation à achat et un objectif de cours de 112 euros. La note est disponible sur Boursorama ainsi que sur le site de Euroland Corporate. La visioconférence va s'organiser en deux temps. D'abord, une présentation de Wendel, de sa stratégie et de ses perspectives par Monsieur Mignon, suivie d'une séquence de questions-réponses. Pour poser vos questions, rien de plus simple, vous pouvez utiliser l'onglet prévu à cet effet en bas à droite de votre écran et nous y répondrons à l'issue de la présentation. Merci à tous pour votre présence. Laurent, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être avec vous et de faire ce premier exercice, mais qui me paraît être un exercice très, très important et très utile. Donc, vraiment, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va vous présenter Wendel. Je vais commencer plutôt que vous présenter tout de suite, mais vous dire pourquoi investir dans Wendel. Et puis après, on reviendra plus en détail sur les différents éléments. La première chose, et je pense que c'est assez important, c'est que on, on- on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. C'est important parce que souvent, on a souvent des grandes stratégies, etc., et les gens n'exécutent pas. Nous, on a vraiment été extrêmement clair sur ce qu'on voulait faire et on met en œuvre ce qu'on fait. Donc, on a deux grandes stratégies. Je reviendrai dessus pour bien vous expliquer, mais une qui s'appelle Wendel Principal Investment, c'est-à-dire les investissements en direct de Wendel, ce qui correspond un peu à l'ADN historique de la société. Et récemment, on avait dit qu'on ferait tourner ces actifs de manière à pouvoir générer de la capacité à réinvestir dans de nouvelles stratégies, de nouveaux actifs ou d'autres parties. On a fait 1,650 milliards d'euros de produits de cession au premier trimestre 2026, c'est-à-dire que ça représente quand même des chiffres significatifs puisque c'est 20% de l'ANR et ça montre la qualité de notre portefeuille et son potentiel de création de valeur. Par ailleurs, dans l'activité Wendel Investment Manager, qui est l'autre pilier de notre stratégie, encore une fois, j'y reviendrai, c'est une mise en œuvre de stratégie de croissance externe et interne, avec une trajectoire financière qui est tout à fait maîtrisée, des revenus de l'asset management qui sont clairs, une cible supérieure à 200 millions d'euros en 2026 et un rythme annuel de croissance d'environ 15% attendu jusqu'à 2030. Donc, vous voyez, des choses assez solides. Le deuxième élément important, et là, je m'adresse à vous en tant qu'actionnaire, c'est une rémunération attractive pour les actionnaires. C'est plus de 500 millions d'euros qui vont être rendus aux actionnaires, que ce soit sous forme de dividendes, et l'Assemblée générale a validé un dividende de 5,1 euros par action cette année. Ça fait à peu près un rendement de 6% brut. Et puis, par ailleurs, un programme de rachat d'actions qui est en cours, qui se porte sur jusqu'à 9% du capital. Il a été lancé fin février de cette année, et d'ores et déjà, près de 80% du programme a été fait, soit à peu près 3,2 millions d'actions qui ont été rachetées. Et ça a un impact positif pour l'action elle-même, parce que c'est, comme on dit gentiment en français, relutif, puisqu'on l'achète à un prix inférieur à l'actif net réévalué. Et on reviendra sur ces sujets peut-être tout à l'heure. Par ailleurs, nous avons une structure financière solide et robuste. C'est très important dans ces périodes d'incertitude. Nous avons ce qu'on appelle un loan to value, qui est ce qui mesure le niveau d'endettement par rapport à la valeur des actifs, qui est de 7,8%. Ça veut dire qu'on a, pour 100 d'actifs, on a 7,8% de dette. Donc, ça montre combien on a une structure solide. Et cette structure solide, elle est d'autant plus importante qu'elle n'est constituée que d'obligations, c'est une dette obligataire avec des maturités longues, puisque elles sont autour de 6 ans. Enfin, on a une dette
qui est à long terme. Il n'y a aucun remboursement de la dette à venir dans les jours qui viennent et à un taux faible, 2,8%, ce qui est un bon. Donc, on a une structure financière solide et peu coûteuse. En revanche, on reste avec une décote significative sur ce qu'on appelle l'ANR, l'actif net réévalué, la valeur patrimoniale de l'entreprise. Je pense que nous avons de vrais leviers de revalorisation. Ça a été bien mis en avant, je crois, dans la note que vous avez citée tout à l'heure, qui a été publiée, et elle va se traduire par le déploiement de la stratégie, croissance des revenus de l'asset management, poursuite du M&A pour développer cette même plateforme, et puis une rotation active du portefeuille, comme on a commencé à le faire depuis le début de l'année. Voilà, notre vision, et c'est aussi pour ça qu'on veut développer ce deuxième pilier, c'est que le métier de gestion d'actifs n'est pas autant un métier de holding, peut avoir une décote, on le justifie par des coûts, par la rapidité ou pas de la rotation du portefeuille. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer une décote, une prudence sur la valeur. Autant un métier de flux comme la gestion d'actifs ne mérite aucune décote sur le fond. Voilà, donc ça renchérit encore la décote de la partie des actifs privés. Alors, qui on est? On est une société qui a été fondée le groupe a été fondé en 1704. C'est un groupe familial, le groupe Wendel, qui était au départ dans les forges, les maîtres des forges même, qui faisaient de l'acier jusqu'à 1960, jusqu'à la nationalisation en fait de l'acier. À cette époque-là, les aciéries ont été, après la grande crise pétrolière, en choc pétrolier de 1974, ont été nationalisées, et la société a décidé de se constituer en société d'investissement et de repartir avec une nouvelle activité. Donc, Wendel a vraiment été un des piliers en fait de l'investissement direct auprès des entrepreneurs en 1977. Ça s'est fait en accompagnant de grandes sociétés françaises, comme des Capgemini, des Legrand, enfin beaucoup de success stories françaises qui ont été accompagnées pendant des années. Et en 2000, il y a eu un pivot qui a été fait pour passer de l'investissement direct à l'investissement à effet de levier, on appelle les LBO. Et puis un dernier pivot, qui est celui dont je vous parlais, qui est celui de la bascule de simplement une société d'investissement à une société qui investit dans des actifs, essentiellement des actifs non cotés, mais avec quelques participations cotées. Et puis par ailleurs, le développement d'un métier de gestion d'actifs pour compte de tiers, c'est-à-dire faire la même chose, mais pour compte de tiers, qui vous rémunère par des commissions, ce qui permet d'avoir deux moteurs, un moteur de plus-value et un moteur de revenus réguliers. Voilà. Donc, vous voyez que la société est détenue à 40% par la famille Wendel, qui a plus de 50% des droits de vote, mais 40% du capital, le flottant, donc tout ce qui est coté, représente plus de 60%, à peu près 60% du capital. Donc la société Wendel, qui détient donc deux activités. Une activité Wendel Principal Investment, qui investit dans des actifs en direct, qui détient des participations comme Bureau Veritas, comme Globe Educate, Scalian, CPI et CAMS. Et puis par ailleurs, Wendel Investment Manager, qui gère pour compte de tiers, et on a trois sociétés qui agissent dans cette plateforme, ICA Partner, Monroe Capital et Committed Advisor, mais on reviendra dessus plus en détail. Peut-être accéléré parce que je vais être long. Deux moteurs de création de valeur avec des leviers complémentaires, et c'est très important la complémentarité, et c'est deux leviers qui se complémentent l'un l'autre. Le premier, je reviens dessus, c'est le métier qui est à droite de votre écran, qu'on appelle Wendel Principal Investment, qui est le métier historique de Wendel, et qui a pour but de générer des plus-values. On investit dans des sociétés qu'on accompagne, qu'on aide à se développer, et au bout d'un certain nombre d'années, une fois qu'on a fait notre rôle d'actionnaire professionnel, on passe la main à un autre actionnaire et on génère une plus-value. On cherche à faire disons 12%, 13% de retour, et on pense qu'on a les équipes, l'organisation pour pouvoir le faire. Et notre politique, c'est de faire tourner de façon régulière ce portefeuille, d'où l'idée d'avoir une rotation active en ce moment de cela. Et par ailleurs, on a bâti une plateforme multispécialiste de gestion d'actifs privés, multispécialiste parce que
on a des spécialités, des expertises. Il y a ce qu'on appelle le private equity en Europe, qui est essentiellement fait par Ika Partner, le private credit aux États-Unis, notamment avec Monroe Capital, et puis le dernier arrivé dans la famille, qui est Committed Advisor pour ce qu'on appelle le secondaire, c'est-à-dire le secondaire. Je reviendrai, c'est l'investissement, la liquidité qu'on peut donner en fait à des fonds de private equity. Voilà. Vous avez là, je ne vais pas aller dans le détail, les grandes dates de la réalisation et de la transformation des dernières années depuis 2023, et vous voyez que la société a été très active en matière de développement. Vous voyez surtout le développement de la gestion pour compte de tiers qui est passé de zéro. Hein, on n'avait pas de gestion pour compte de tiers en 2023. Aujourd'hui, on gère presque 50 milliards d'actifs. Donc ça, c'est une base sur laquelle nous percevons des commissions et qui donc génère ces 200 millions d'euros de résultats provenant de commissions. On touche à peu près, allez, pour un peu plus de 400 millions d'euros de commissions, 450 millions de commissions, on enlève les frais, ça vous donne 200 millions de revenus potentiellement. Et donc, on a un équilibre entre une activité qui fait des plus-values et une activité qui fait des revenus, ce qui permet d'assurer la continuité d'un dividende élevé dans la durée. Nos ambitions à 2030. Alors, c'est important. Ce qu'on a dit à 2030, c'est pour poursuivre cette transformation-là. C'est issu d'une journée investisseur qui a été réalisée en décembre de l'année dernière. On a dit, voilà, d'ici 2030, on va générer à peu près 7 milliards de flux. Ces 7 milliards de flux, c'est deux choses. C'est des cessions d'actifs, la rotation des actifs. Donc, certains de nos actifs, on va les vendre pour pouvoir dégager une capacité pour réinvestir. Et puis, c'est des revenus récurrents touchés par la gestion d'actifs notamment. Et ça, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc, c'est 7 milliards d'euros qui vont être générés d'ici à 2030. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en donner une partie aux actionnaires sous forme de dividendes et sous forme de rachat d'actions. C'est plus de 1,6 milliard qui vont être retournés aux actionnaires dans cette période. Donc, c'est très significatif. Par ailleurs, on va investir pour aider la croissance de nos revenus de l'asset management et des revenus nets des coûts, 15% par an qu'on attend, et puis une croissance de la valeur intrinsèque des investissements, vous avez dit 12, 13, jusqu'à 16% par an. Voilà, donc on a deux moteurs de croissance et voilà nos deux ambitions pour 2030. Qu'est-ce qu'on a fait au premier trimestre? Au premier trimestre, on a, comme je vous ai dit, on a fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a d'abord des actifs sous gestion qui sont aujourd'hui à 41,8 milliards. Ça, c'était avant l'acquisition de Committed Advisor. Committed Advisor a été acquis à la fin du premier trimestre. Donc, à partir du deuxième trimestre, on est à presque 49,5 milliards d'actifs sous gestion. Et puis, on a des commissions sous gestion, comme je vous l'ai dit, qui ont monté fortement, mais il y a des effets périmètres. Donc, je ne rentre pas dans le détail. L'actif net réévalué de ce qu'on fait dans l'activité investissement, elle s'élève à 5,5 milliards. Surtout, ce qui est important, notre actif net réévalué, lui, la valeur patrimoniale, hein, elle est de 158,4 euros par action au 31 mars, calculée sur une base un peu particulière, parce que le 31 mars, ça a été le moment où il y avait la valeur la plus basse, notamment des sociétés financières. Et comme nous, on applique des règles de comparables boursiers pour valoriser nos actifs, on a été très pénalisés pour ça. Je pense qu'on verra encore là, mais au 30 juin, que les choses se sont rétablies depuis. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a finalisé, comme je vous l'ai dit, l'acquisition de Committed Advisor. Committed Advisor, c'est une très belle société présente sur ce qu'on appelle le marché du secondaire, qui est un marché qui est très demandé aujourd'hui, lequel lever de l'argent est assez facile. Enfin, facile, rien n'est facile, mais en tout cas qui reçoit beaucoup d'attention des investisseurs. C'est un marché qui investit dans des fonds une fois qu'ils ont été levés. Pour deux raisons, soit parce qu'un investisseur qui avait investi dans un fonds a besoin de la liquidité de ces fonds avant l'échéance du fonds, et donc il cherche quelqu'un qui va venir pour lui racheter ses parts, ou parce que vous avez une société de gestion qui a investi dans une entreprise et qui veut garder ce portefeuille plus longtemps que le fonds initial, et donc qui cherche à avoir des investisseurs qui vont l'accompagner pour les temps. Dans les deux cas, l'intérêt, c'est que vous pouvez rentrer dans des sociétés
de qualité avec une décote et que cette décote permettra de générer des retours pour l'actionnaire élevés. D'où l'intérêt que ça représente. La levée de fonds, dessus, on pense pouvoir lever des fonds significatifs. On a levé 1,5 milliard au premier semestre, dont 1,2 milliard d'euros justement dans cette activité de comité d'advisor et 500 millions d'euros pour Monroe Capital. On n'a pas levé d'argent chez ICA Partners parce qu'on l'avait fait l'année dernière. Donc, on est dans une période où on ne lève plus. On avait levé en total à peu près 6 milliards d'euros l'année dernière, sur un an et demi chez ICA Partners l'année précédente. Ce qui va dire que la gestion d'actifs est en fort développement, beaucoup de croissance. Nos commissions de gestion pour le premier trimestre se sont élevées à 106 millions d'euros, en hausse de 129%, mais il y a un effet périmètre dessus, mais ça montre la dynamique organique et la dynamique externe, la croissance. Et une fois qu'on aura intégré comité d'advisor dans ces chiffres, ça ira encore plus vite en croissance. Et je vous ai cité l'objectif d'être à 200 millions de résultats avant impôt de cette activité de l'ordre de 200 millions, ce qui veut dire des commissions de gestion, des revenus, cette fois-ci, qui seront plutôt de l'ordre de 400-450 millions sur l'année. Rotation, je vous avais dit, dans les 7 milliards, on voulait faire 7 milliards d'euros, 7 milliards de flux. Dans ces flux, il y a donc les revenus du métier de gestion d'actifs, mais aussi la rotation des actifs, la cession d'actifs. Et on en a fait sur les 6 milliards qu'on a annoncés comme objectif, 1,650 millions, 1 milliard 650 millions dès le premier trimestre. Donc, on a fait une grosse partie du programme dès les premiers mois de la mise en œuvre du plan. On a cédé 2 actifs, un qui s'appelle Stahl, qui est une belle société de chimie de spécialité. Enfin, belle, c'est une société qu'on détient depuis 17 ans. Donc, vous voyez, c'est un investissement patient, comme on dit, mais sur lequel on fait un très bon retour. C'est plus que 17 ans, c'est 20 ans, oui, pardon. Mais vous voyez, 20 ans et pour lequel on fait un très bon retour après avoir repositionné la société et fait beaucoup de travail de manière à la rendre attractive, puisqu'à un certain moment, comme elle était très active sur le cuir, elle avait moins d'intérêt pour les investisseurs. Donc là, un gros travail a été fait par les équipes de Wendel qui a permis de générer un rendement de l'ordre de 17% sur la période, donc sur une période longue. Vous voyez, donc c'est une très belle base. Et puis on est sorti d'une activité qui s'appelait IHS, qui est une société qui est un opérateur de tours télécom essentiellement en Afrique. Beau développement de la société, mais malheureusement, le change en Afrique fait qu'une grande partie de la performance a été absorbée par les baisses du change. Voilà, vous retrouvez Stahl tel que je vous l'ai indiqué, 15% de TRI annuel sur 20 ans, 6,6 fois l'investissement de départ. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est un gros travail de repositionnement pour rendre cette société attractive. Elle a été achetée par une très belle entreprise européenne, Henkel, et donc Stahl va être une des parties d'Henkel demain, et on est très fiers d'avoir amené cette société pour l'amener aujourd'hui parmi les leaders européens et constituer un leader européen important dans cette chimie de spécialité. IHS, je vous ai dit, très belle performance de la société. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 10, comme vous le voyez, sur à peu près 10 ans, 11 ans. L'EBITDA a été multiplié par 21. Donc, en revanche, malheureusement, le Naira, qui est la monnaie du Nigeria, qui est le principal pays où opère IHS, a été dévalué massivement sur la période. Il a été divisé par 8,5 par rapport au dollar sur la période. Et donc, ça a absorbé une grande partie de la performance, ce qui fait qu'au lieu de faire une très belle performance, on a fait 0,7 fois l'investissement total. C'est malheureux, mais il y a un moment, il fallait tirer la conséquence de cette instabilité, monétaire. Voilà. Aujourd'hui, quel portefeuille d'investissement je l'ai cité tout à l'heure, mais je reviens un peu plus dans le détail, le portefeuille d'investissement de Wendel. Ce n'est pas des tonnes de sociétés, en fait. Il y a quelques investissements de qualité qui sont là. Globe Educate, qui est un acteur important de l'éducation qui va du primaire jusqu'au baccalauréat.
et qui est présent partout en Europe, en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, mais aussi dans certaines au Canada. On a quelques présences en Grèce, à Chypre et en Inde, spécialisées sur les écoles bilingues. Donc, la valeur ajoutée de Global Educate, c'est d'apporter un enseignement dans lequel les élèves peuvent avoir accès à la fois à l'éducation de bonne qualité normale d'un cursus dans la langue native et généralement aussi une partie en anglais, parce que le bilingue est souvent en anglais. Donc voilà, très belle société, Globe Educate, qui a de belles performances. ECAMS, qui est une société américaine spécialisée dans ce qu'on appelle la lutte contre le financement du terrorisme, l'anti-money ou le blanchiment d'argent, l'anti-money laundering. C'est pas qu'on le fasse, mais on forme les équipes à travailler, notamment les équipes des banques, les équipes des sociétés de gestion financière, à bien pouvoir détecter ça. Donc, c'est un des leaders, une des sociétés les plus reconnues dans ces secteurs. Très belle entreprise qui se développe beaucoup. On a une autre société aux États-Unis qui s'appelle CPI, Crisis Prevention Institute, qui est là pour gérer les situations de crise qui peuvent apparaître dans les hôpitaux ou dans l'environnement, les écoles, quand des individus peuvent être en situation de tension et qu'il faut faire gérer cette tension. On voit bien que c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, c'est très important. Et c'est dans beaucoup de pays, c'est réglementaire. C'est-à-dire qu'on doit former les gens à savoir comment réagir face à ça. Et je pense que dans tout état de cause, c'est très utile. Vous avez bien entendu Bureau Veritas, qui est une société dans laquelle le groupe a investi depuis 20, presque 30 ans maintenant, qui est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du métier de la certification et de l'inspection, hein, et qui était parti comme une société spécialisée dans la marine, les certifications des bateaux, maintenant qui est un spécialiste mondial, présent dans 80 pays, et qui est rentré au CAC 40 l'année dernière, et dans lequel nous détenons aujourd'hui un peu plus de 20% et un peu plus de 32% des droits de vote. Société importante que nous aidons à développer. Par ailleurs, dans les services aux entreprises, on a une autre société qui s'appelle Scalian, qui fait du conseil en entreprise pour se digitaliser, transformer, et avec une focalisation très particulière sur ce qu'on appelle l'engineering, c'est-à-dire la capacité à aider des sociétés comme Airbus, comme dans la défense Thales, etc., avoir des systèmes, ou la SNCF par exemple, avoir des systèmes embarqués qui permettent de bien gérer la gestion des données informatiques et la gestion des systèmes de pilotage, des systèmes de contrôle. C'est ce qu'on appelle les systèmes embarqués. Donc, c'est une société d'ingénierie très pointue. Puis, par ailleurs, on a deux investissements de petite taille. Un où on est minoritaire, qui s'appelle Target, mais Target est une très belle société spécialiste des revêtements de sol et des revêtements de sol des immeubles, ou de particuliers, hein, de lino, de la moquette, hein, mais également maintenant un gros développement sur les revêtements de sol des surfaces de terrains de sport synthétiques, les pelouses synthétiques, etc., qui est un segment de marché qui se développe beaucoup, avec une grosse présence aux États-Unis là-dedans. Et puis le dernier, c'est Muno, qui est on dit également un carve-out, donc une partie de l'activité qu'avait Stahl, qui est spécialisée, elle, sur le traitement du cuir, et sur lequel on travaille activement. Voilà. Le portefeuille indirect. Vous avez ici les performances depuis le début de l'année. Je ne vais pas vous les commenter toutes. Vous voyez qu'il y a dans l'ensemble de bonnes performances. On a chez Scalian toujours une performance un peu difficile parce que ce secteur-là a connu des difficultés, mais on a une action de redressement qui est en cours, qui est de bonne qualité, et CPI qui, après des années de croissance forte, a souffert des réformes aux États-Unis, puisqu'elle est présente sur la santé et sur l'éducation. Les transformations faites par l'administration Trump ont affecté
l'argent qui peut pu être investi, et tout ça, mais on voit maintenant les choses redémarrer. Je vais sur le dividende. Vous voyez qu'on a une politique, grâce à la stratégie que nous menons, qui est une stratégie qui nous permet de générer de façon régulière des revenus. On a transformé notre politique de dividende et depuis 3 ans, le dividende est passé de 3,20 € par action à 5,10 € par action. Donc, c'est une croissance d'à peu près plus de 16% par an en moyenne. Par ailleurs, nous sommes passés d'une politique de dividende payé annuellement à une politique de dividende où nous payons un acompte sur dividende en novembre et un nouveau paiement en deuxième partie après l'Assemblée générale, généralement en mai. C'est ce qu'on a fait cette année. On a payé 1,50 € en novembre 2025 et 3,60 € en mai 2026 qui ont été payés. Et nous paierons un dividende, un acompte sur dividende qui sera versé en novembre 2026 et qui représentera 2,55 €, c'est-à-dire 50% du dividende qui a été versé cette année. Et puis après, le montant final du dividende 2026 sera versé en fonction des résultats au moment de l'Assemblée générale de mai 2027. Voilà pour le dividende. Donc, on a une année 2025 et un début d'année 2026 qui ont été marqués, qui ont vraiment marqué une étape décisive dans la transformation de Wendel, entamée il y a 3 ans, avec des ambitions pour 2030 qui commencent à se concrétiser d'ores et déjà. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Il y avait une autre, je crois que c'est terminé, et on va passer, je crois, à la question. Merci Laurent pour cette présentation très claire. On a reçu de nombreuses questions. La première, quelle situation pour Scalian après un début poussif et quel horizon de sortie? C'est une excellente question. C'est vrai que le début a été poussif, non pas tellement parce que la société, parce que le secteur a été, on a investi dans Scalian en 2024. Malheureusement, le secteur des sociétés de services informatiques s'est retrouvé dans une décroissance en 2025. Et donc, on a eu un début difficile. On a opéré toute une série de changements, notamment un changement de CEO. On a recruté un garçon qui s'appelle William Rosé, qui est un Capgemini qui nous a rejoint, un garçon de grand talent. Aujourd'hui, on a mis un plan stratégique en place, à la fois de développement, avec un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs forts, sur lesquels on est présent et on a une très bonne expertise et qui vont pouvoir tirer demain, c'est-à-dire tout ce qui est l'aéronautique. Et on a une base de création d'ailleurs de Scalian était à Toulouse parce qu'on était très proche d'Airbus historiquement, mais c'est aussi vrai de la défense, c'est aussi vrai de certains services financiers. On est par ailleurs historiquement présent dans l'automobile, et là on a pas mal souffert. On commence à voir les choses se stabiliser, mais le développement des autres secteurs va porter notre développement. Pareil, on investit beaucoup dans l'IA et dans notre capacité à aider les entreprises dans leur transformation d'IA. Et on voit d'ailleurs qu'après une année et demie où le marché a été un peu plus poussif, la demande des entreprises de transformation et d'aide à la transformation pour absorber le choc que représente l'IA devient de plus en plus important. Quel est l'horizon de cession? Vous savez, quand on investit dans une entreprise, on suit généralement un horizon entre 4 et 7 ans. Comme on a eu un début poussif, on ne va pas sortir plus tôt, on va plutôt sortir un peu plus tard, mais on est confiant sur le fait que le travail qui est mené actuellement par l'équipe, dès cette année devrait se traduire par une amélioration du EBITDA et à terme par une capacité à sortir bien de cette société. Merci. Wendel présente une décote importante sur son ANR. Peut-on avoir certaines garanties que cette décote se referme? Non, il n'y a jamais de garantie, malheureusement. S'il y en avait, on serait tous riches. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que
moi, je considère que cette décote est excessive non seulement je vous le dis, mais on le croit puisqu'on rachète des actions sur la base de ça. Donc, ça veut dire que ce faisant, d'ailleurs, on réduit, on augmente la NR. Hein. Donc, puisqu'on achète des actions à un prix inférieur à la NR. Donc, il n'y a pas de garantie. Ce dont je suis certain, c'est qu'à long terme, à partir du moment où vous gérez, et c'est pour ça qu'on veut le faire comme ça, en donnant un flux régulier de dividendes qui est élevé, et c'est pour ça qu'on a une politique de dividendes claire et croissante, que votre gestion et ça on peut le faire que parce qu'on a des métiers qui génèrent des flux réguliers, et que par ailleurs on fait un travail de qualité sur nos investissements et sur la plus-value qu'ils génèrent, il n'y a pas de raison que cette décote ne disparaisse pas progressivement. Mais il n'y a pas de raison, ne donne pas de date. Moi, je ne peux pas vous le donner. J'ai l'intime conviction que ça arrivera, mais ça ne reste qu'une intime conviction. Merci. Alors, pour continuer sur la décote et sur le cours, quelles sont les perspectives de rendement de Wendel à l'horizon 2030? Pourquoi le titre a-t-il baissé depuis plusieurs années? 2018 où il était à 110 €, il se maintient maintenant entre 70 et 90 €, alors que sa valorisation est supérieure. Est-ce à cause aussi de son exposition forte à Bureau Veritas? Je ne crois pas. Alors, Bureau Veritas, c'est une très belle société dans laquelle nous sommes investis, comme vous l'avez dit, depuis 30 ans, qui a connu une très forte croissance. C'est vrai que Bureau Veritas, pendant quelques années, a connu un plateau. Et comme c'était plus de 50% de l'activité, ce plateau a fait que on avait 50% de l'activité qui ne rapportait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau plan stratégique qui avait été mis en place il y a 2 ans avec une directrice générale qui est Inda Garbi, qui me rejoint. Un travail important. On est très confiant dans le développement. On a réduit notre exposition vers Bureau Veritas, non pas parce qu'on ne croit pas à ce que fait la société, hein, au contraire, on est en soutien absolu avec le plan stratégique. En revanche, je trouvais que la nature de l'exposition de Wendel était trop forte. C'est-à-dire que si vous avez plus de la moitié de votre valeur qui est une seule société, quand elle ne va pas bien, vous avez beau tout faire bien à côté, vous ne pouvez pas rattraper. Donc, on a réduit notre exposition à Bureau Veritas. Aujourd'hui, ça représente moins d'un tiers de notre actif. Et je pense que c'est bien. Ça nous permet d'être exposés toujours à cette société qui a un beau leadership, qui a une bonne position dans un métier du TIC qui est encore. Vous savez, malheureusement, la réglementation, hein, on a beau dire qu'on veut simplifier, elles n'ont pas tendance à se réduire. Et donc, c'est un métier qui a encore de belles perspectives de développement, de consolidation. Il y a des acquisitions de sociétés de taille moyenne à pouvoir faire. Enfin, il y a beaucoup d'opportunités intéressantes et c'est pour ça qu'on est très confiant dedans. Euh, euh, Probablement qu'à un moment, le poids relatif de Bureau Veritas par rapport à Wendel était trop élevé. Maintenant, c'est plus le cas. Merci. On a reçu de nombreuses questions sur le marché de la dette privée qui est en crise aux États-Unis. Dans ce contexte, comment évolue l'activité de Monroe Capital? Écoutez, l'activité, elle est en crise. Non, il y a des craintes de se dire, on a prêté de l'argent et peut-être que cet argent a été mal prêté. Il y a eu un afflux d'argent sur le marché de la dette privée américaine et peut-être qu'une partie de cet argent, comme quand il y a toujours trop d'argent qui arrive dans un secteur, a été prêté en ayant des critères de risque qui n'étaient pas les bons. La réalité, nous, on connaît et on a fait le travail sur Monroe et on parle avec les grands investisseurs de Monroe. Ils continuent à mettre de l'argent dans Monroe parce qu'ils trouvent que la qualité de souscription qui a été de Monroe, c'est-à-dire la façon dont ils analysent les dossiers, la façon dont ils prêtent, est de bonne qualité. Monroe, ça prête aux entreprises de taille moyenne américaine. Hein, c'est des entreprises qui ont 20 à 50 millions d'EBITDA, avec des leviers qui sont plus faibles que pour les grosses opérations de LBO, des leviers autour de 4, non pas de 6, qui ont des covenants, donc c'est-à-dire des règles qui permettent de faire que si certains ratios ne sont pas respectés, ça déclenche un événement de crédit. Donc, c'est une approche rigoureuse qui est faite et c'est vraiment du prêt à corporate américain. Alors, c'est vrai que si l'économie américaine s'effondrait, vous aurez du risque de crédit, mais je pense que vous auriez surtout une énorme baisse de la bourse d'abord, hein, parce que l'equity sera touché avant la dette. Donc, en l'occurrence, je pense que Monroe a une activité qui est saine. Vous savez, les fonds de Monroe vous rapportent entre 10 et 11%, hein, donc, et de façon régulière, puisque c'est des fonds qui ont un rendement trimestriel. Donc, non, on regarde avec les équipes de Monroe la qualité du portefeuille. Encore une fois, s'il y a une crise de crédit,
comme partout, ça veut dire qu'il y aura plus exactement, s'il y a une crise économique américaine, ça se traduira par une augmentation des crédits. Il y a aucun actif n'est pas risqué. Mais le crédit, c'est moins risqué que l'equity. Faut l'avoir en tête, c'est moins risqué. Et aujourd'hui, donc Monroe fait bien. On a autant les actifs sous gestion ont plutôt monté, nos commissions de gestion sur Monroe sont plutôt en hausse sur l'année. En revanche, vous ne pouvez pas vous extraire d'un environnement où il y a une forme d'inquiétude et de défiance, notamment sur la partie des actionnaires ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les actionnaires individuels qui ont pu acheter du crédit sans forcément comprendre que c'était des actifs dont la liquidité n'était que n'était limitée qu'à un certain montant. Parce que fondamentalement, quand vous prêtez de l'argent, là, vous avez un prêt, ce n'est pas un actif liquide, vous ne le revendez pas le lendemain. Donc il faut gérer cette ambiguïté de volatilité. Donc Monroe ne peut pas s'extraire de cet environnement-là. Donc lever de l'argent sur le crédit américain aujourd'hui, c'est certainement plus difficile que ça ne l'était. Mais ça n'empêche pas de le faire, et on le fait. Donc c'est moins, pour être très franc, c'est moins bien que ce que j'aurais voulu que ça soit, mais ça se passe bien. Et la société Monroe est une société qui a une très bonne analyse de crédit. Merci. Bonjour. Si j'ai bien compris, Wendel est devenu une sorte de Raseo et de Tikeo Capital réunis. Je ne souhaite pas me rapprocher de l'un ou de l'autre en termes de business model, mais sur le fond, on a une différence. On fait de la gestion pour un tiers, ce que fait Euraseo, ce que fait Tikeo. Tikeo est plutôt spécialiste de la dette, Euraseo historiquement plutôt de l'equity. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a une forme de ressemblance. La réalité, c'est que nous, on a vraiment deux pieds. On a un pied d'investissement en direct, qui crée de la valeur en créant des plus-values. Et puis, on a un pied d'asset management qui crée des commissions. Il y a peu, d'ailleurs, de confusion entre les deux. On a l'argent que nous mettons pour investir directement dans les fonds de Monroe, d'ICA ou de Committed Advisor, ce sont d'infimes proportions par rapport à l'argent que nous gérons. Vous voyez, on gère 50 milliards pour compte de tiers, 50 milliards. Dans ces 50 milliards, il y a aujourd'hui à peu près 300 millions qui sont de l'argent mis par Wendel. Donc c'est très peu. En revanche, de l'autre côté, on gère 5,5 milliards en direct d'investissements qui sont faits dans des sociétés. Voilà. Mais les trois sociétés qu'on cite sont des sociétés cotées, actives dans l'investissement et qui ont une partie d'investissement en compte propre. Donc il y a une forme de similitude. Je pense que notre stratégie est en tout cas marquée et claire. Merci. Une nouvelle participation dans une société cotée du CAC 40 est-elle exclue? Oui, parce que ma vocation, c'est pas d'être un investisseur passif. On est dans BV, qui est une société du CAC 40, parce qu'on a été dans BV depuis 30 ans et qu'on a même constitué BV. On a été l'actionnaire même unique à un moment, enfin au départ à côté d'une famille, puis l'actionnaire unique de BV, et c'est nous qui avons mis en bourse Bureau Veritas en 2006, et progressivement, nous avons réduit, avec l'augmentation de la taille de Bureau Veritas, notre position. Mais on reste l'actionnaire de contrôle de BV. Moi, je suis président de Bureau Veritas, donc la société est dirigée par son comité exécutif, par Hinda Garbi et par toute son équipe, mais on a un vrai rôle d'actionnaire influent dans cette société. Aller prendre quelques pourcents d'une société du CAC 40, ce n'est pas notre vocation parce que là, on serait un actionnaire passif. Et c'est pour ça qu'on veut essentiellement prendre des sociétés de mon côté dans lesquelles on a à chaque fois un rôle. Et ce rôle, il est important parce que c'est grâce à ça qu'on peut aider les managers de ces sociétés à se transformer, à s'améliorer, à changer le profit de la société de manière à la rendre grande, à aider la société à se développer en acquérant d'autres sociétés en Europe pour devenir un champion européen ou aux États-Unis, comme on l'a fait avec des CPI ou des ECAPS. ECAPS, par exemple, c'est
un carve-out, encore une fois, d'une société, et on en a créé une vraie société. Maintenant, c'est un des leaders dans son domaine. Mais donc, nous n'avons pas vocation à prendre des participations minoritaires dans des sociétés. Le seul cas où on a une participation, on avait des participations minoritaires historiquement, c'était IHS dont on est sorti, et Tarkett aux côtés de la famille de Coninck. On est aux côtés de cette belle famille sur cette entreprise, mais c'est plutôt une exception dans notre portefeuille. Merci. À quel horizon de temps prévoyez-vous d'investir dans une société de gestion en infrastructure? Reste-t-il des cibles disponibles sur ce marché? Alors, je ne fais jamais de projection que je me tiens, puisque je vous ai dit que je faisais ce que je disais, je disais ce que je faisais. Mais en revanche, c'est vrai que l'expertise d'infrastructure est une expertise que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est un secteur important de la gestion communautaire. Donc, nous regarderons et on a des discussions régulières avec beaucoup d'équipes dans le secteur. Et il y a beaucoup d'équipes de qualité qui viennent nous parler. Donc, je ne vais pas vous faire de prédictions, parce qu'encore une fois, si vous voulez faire des choses bien, et c'est ce que nous, on cherche à faire. On n'essaye pas d'acquérir une société pour la revendre. Si, dans la gestion d'actifs, on crée une plateforme. Et créer une plateforme, ça veut dire que demain, toutes ces sociétés s'intègrent à la plateforme. Et donc, le caractère intuitif personnel, la communauté culturelle qu'on a avec les sociétés est très important. Donc moi, et avec les équipes, on passe beaucoup de temps pour s'assurer que les opérations qu'on fasse répondent à nos critères culturels, à nos critères d'alignement d'intérêt sur le long terme des équipes. On s'assure que les générations, au-delà des générations de fondateurs, on a des générations derrière qui vont pouvoir prendre la suite. Enfin, voilà. Donc c'est tout un travail long, mais il est certain que investir dans une société qui fait de l'infrastructure compléterait bien notre set d'expertise dans l'asset management. Et comme je le dis, des gens qui viennent nous parler ou avec qui nous parlons, il y en a pas mal. On a des gens de grand talent qu'on connaît. Merci. Y a-t-il des secteurs d'activité que vous évitez par principe, par éthique ou parce que ce sont de mauvais business? Oui, en tout cas, il y a des secteurs qu'on ne connaît pas. Euh, alors, si j'avais dit ça il y a un an, on m'aurait sauté au cou. Mais par exemple, on ne connaît pas les softwares. Alors maintenant, tout le monde nous dit vous êtes des génies, vous n'y étiez pas. Mais il y a un an, on nous disait vous êtes des imbéciles. Bon, en l'occurrence, c'est qu'on ne connaît pas. On n'a pas d'expertise. Donc, dans ces secteurs pointus-là, si vous voulez être bon, il faut le faire. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, l'IA fait que tout le monde se pose la question de savoir est-ce que ces sociétés ont une pérennité ou pas, etc. Moi, je pense que, comme toujours, on va trop loin d'un côté par rapport. On les portait au nu il y a quelque temps. Maintenant, on dit que c'est terminé. Je pense que la vérité est entre les deux. Mais c'est des secteurs qu'on ne connaît pas. On est peu présent dans par exemple, le secteur de la défense, c'est un secteur qu'on ne connaît pas, on n'a pas d'expertise, et donc, si on arrive, je ne suis pas sûr qu'on apporte beaucoup à une entreprise dans laquelle on investirait. On n'est absolument pas présent dans le retail, euh, la grande consommation, etc., parce qu'on considère là, plutôt, d'abord, on n'a pas d'expérience, mais surtout que c'est des secteurs très volatiles. Et donc, on peut avoir des choses formidables, hein, mais on est très, très attentif. Et puis, par ailleurs, on a des critères dans nos investissements, la globalité, par ailleurs, dans tous les autres secteurs qu'on peut regarder, les business services, l'éducation, vous avez vu qu'on est très présent, même, on peut regarder dans les domaines industriels, même si dans le portefeuille, on n'a plus tellement dans ce domaine-là, mais on pourrait. On a des critères importants ESG, qui sont des filtres dans le choix qu'on peut faire des sociétés de manière à s'assurer qu'elles sont conformes à notre politique ESG, qu'elles respectent un certain nombre de critères. Et ça, c'est pour nous un intangible. Merci. Allez-vous plus vous positionner sur des sociétés non cotées européennes ou américaines? Écoutez, notre objectif, c'est d'avoir les deux. On a plus de profondeur de marché en Europe qu'on en a aux États-Unis. Dans notre portefeuille aujourd'hui, on a deux sociétés américaines et 4 européennes. Mais le travail qu'on fait aujourd'hui fait qu'on a quand même plus de profondeur de marché
de connaissances sur le secteur européen. Donc, on va faire les 2 derniers investissements qu'on a faits, ils ont été plutôt en Europe, hein. Mais le marché américain reste un marché important parce que c'est un marché qui est très profond en tant que tel et qui connaît une grande dynamique. Donc, mais on a plutôt un poids plus important européen sur le fond. Merci Laurent. On va pouvoir clôturer la visioconférence sur cette note. Merci à vous pour cette présentation et la réponse aux nombreuses questions. Merci à tous pour votre présence et merci aux nombreuses questions que vous avez tous posées. En vous souhaitant une très bonne soirée à tous. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.